Je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte la quantité de travail qu'il y a derrière chaque pinte de bière. Brasser, ça représente déjà beaucoup de travail, ça demande beaucoup de temps, énormément d'énergie et surtout de la précision. Déjà rien que ça, c'est un défi au quotidien. Mais avant de brasser, il faut des matières premières, et là, il y a tout un travail en amont, un travail énorme, invisible en soi, que franchement, peu de personnes ont conscience. Parce que pour faire de la bière, il faut du malt, et le malt, ça ne pousse pas comme ça. C'est d'abord de l'orge qu'il faut transformer, et on appelle ça le maltage. Et c'est pas de la magie, c'est un savoir-faire. Ça demande une rigueur et une précision qui est quand même... Je pense que les gens s'en rendent compte dans la vinification et dans le cidre, etc., que pour faire un bon vin, il faut bien travailler dans les vignes et ensuite il faut bien transformer pendant la vinification derrière. Mais dans le brassage, en fait, je pense que les gens se disent que c'est le travail du brasseur, alors qu'en fait, en amont, t'as quand même un travail qui est juste dingue, juste sur la partie maltage. Et en fait, la transformation de la bière, de la matière brute jusqu'à la pinte finie, si tu prends tout, c'est beaucoup plus complexe que de faire du vin ou du cidre, parce qu'en fait, t'as plus de transformation. Et c'est pour ça que je pense que dans la bière, en fait, c'est très rare des gens qui vont faire pousser leur propre orge et qui ensuite vont faire toute la transformation eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire qui vont avoir leur propre champ de céréales, les malter et ensuite brasser leur bière avec. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y en a tellement peu ? C'est parce que c'est extrêmement dur à faire et d'avoir une qualité qui est constante. Toujours la même qualité. Et pour les houblons, c'est pareil. Et les levures, c'est pareil. En fait, quand t'es brasseur, t'es dépendant de ta matière première. J'imaginais que c'était de la rigueur, mais j'imaginais pas que c'était de la rigueur à ce point-là. C'est que quand tu le vois et quand on t'explique que tu comprends. Pour ce voyage, on est accompagné de Fedor Nikolashkin. Il est maître brasseur formé à l'Académie d'Heumans et expert en malt. Autant dire qu'on est entre de très bonnes mains. Bienvenue en Franconie, une région connue pour la culture de l'orge brassicole. Ici, nous avons notre centre de stockage des grains, au cœur des champs d'orge. Grâce à son climat et à la richesse de ses sols, cette région est idéale pour cultiver des variétés adaptées au brassage. Pour les brasseurs, il est essentiel d'avoir des grains homogènes, avec une taille régulière et une composition optimale. On cherche un bon équilibre entre protéines et amidon, car cela influence directement la qualité du malt. Ici, en Franconie, nous travaillons avec environ 500 agriculteurs, essentiellement de petites exploitations familiales avec lesquelles nous avons des partenariats de longue date. Cette coopération nous garantit une qualité constante, année après année. Peu importe l'évolution du marché mondial des céréales, nous avons toujours accès aux quantités dont nous avons besoin. Et nous savons que nos standards seront respectés. Aujourd'hui, 85% de notre demande annuelle est sécurisée par des contrats avec ces producteurs. En plus de cela, nous travaillons en étroite collaboration avec des sélectionneurs d'orge. Ensemble, nous pouvons identifier et choisir les meilleures variétés adaptées au brassage. Donc, vous demandez directement aux agriculteurs de cultiver certaines variétés pour vos maltes ? Oui, exactement. Par exemple, pour certains de nos maltes, nous demandons à nos producteurs de cultiver des variétés comme Bark et Isaria. Nous utilisons également des variétés plus courantes, mais nous sommes toujours à la recherche des meilleures, pas seulement en termes de rendement ou de résistance aux maladies, mais aussi en fonction de leur profil aromatique et gustatif, y compris pour nos maltes de base.
Et pour les maltes torréfiés ou caramélisés, est-ce que vous utilisez des variétés d'orge différentes? Non, nous utilisons essentiellement les mêmes variétés. Par exemple, une même variété de grains d'orge peut être transformée en malt de base, en malt caramélisé ou en malt torréfié, selon la manière dont il est traité. En général, nous cherchons toujours la meilleure qualité possible pour tous nos maltes. Et ici, on peut stocker jusqu'à 15 000 tonnes de grains dans ces silos. Si on inclut les autres zones de stockage, cela nous permet de conserver jusqu'à 45 000 tonnes de céréales, de quoi tenir toute une année. Ok, et si on allait voir comment vous stockez les grains? Ici, nous recevons les grains directement de nos partenaires agriculteurs. Vous pouvez voir nos silos de stockage, chacun équipé d'un système de ventilation situé à la base. Ce système permet de faire circuler de l'air frais et froid afin de préserver la qualité des grains. La récolte commence généralement en août, lorsque les températures atteignent entre 25 et 30 degrés Celsius. Notre objectif est de refroidir naturellement les grains pour en maîtriser l'humidité et la température. En hiver, nous parvenons à les refroidir jusqu'à 5 degrés Celsius, ce qui nous permet de les conserver tout au long de l'année jusqu'à la récolte suivante. Les grains passent par une période de dormance de 2 à 3 mois. C'est pourquoi nous continuons d'utiliser la récolte précédente pour produire notre malt. Par exemple, les grains que vous voyez ici proviennent de la récolte 2023 et seront encore utilisés pendant 4 à 5 mois. Le stockage des grains nécessite beaucoup de rigueur. C'est vraiment impressionnant par sa taille. Il y a quelque chose de presque méditatif à voir ces grains patienter avant de devenir de la bière. Maintenant qu'on a vu où l'orge est stockée, on continue de suivre son parcours. On retrouve Fedor pour découvrir ce qui se passe une fois que le grain entre vraiment dans la malterie. Ici, on analyse les grains dès leur arrivée pour s'assurer qu'ils répondent aux critères stricts de qualité nécessaires à la production de malt. Une fois que l'échantillon est prélevé, nous commençons par homogénéiser les grains pour obtenir une base représentative. Ensuite, l'échantillon est placé sous une lampe infrarouge, dans un agitateur orbital. La chaleur permet de détecter les insectes éventuels. S'il y en a, ils deviennent nerveux et tentent immédiatement de s'échapper, ce qui les rend facilement visibles. La présence d'un seul insecte suffit à rejeter tout le lot. Ah bon, vraiment? Ces insectes sont très nuisibles. Ils abîment les grains et se reproduisent rapidement. Mais je dois préciser que ça reste rare, parce que nous collaborons principalement avec de petites exploitations familiales locales en qui nous avons pleinement confiance et qui connaissent nos exigences de qualité. Et à part les insectes, quels autres critères vous vérifiez? Ensuite, nous vérifions la capacité de germination. Pour cela, on sélectionne 50 grains que l'on coupe soigneusement dans le sens de la longueur et qu'on plonge ensuite dans une solution de triphényltétrazolium, initialement incolore. Si les enzymes responsables de la germination sont présentes et actives, elles réagissent avec la solution, provoquant une coloration rouge intense. Tous les grains doivent présenter cette réaction. Si 2 d'entre eux ou plus restent incolores, tout le lot est rejeté, car cela signifie qu'il n'y a pas assez d'activité enzymatique pour assurer un bon maltage. Nous vérifions également le taux de protéines et l'humidité. Pour être accepté, le grain doit contenir entre 9,5 et 11,5% de protéines, et l'humidité ne doit pas dépasser 15%. Si l'humidité est légèrement supérieure, par exemple 16%, on peut accepter le lot, mais on ajuste le prix payé au producteur car cela implique davantage de travail durant le maltage. Ok. Et tous ces tests, ils prennent combien de temps? L'ensemble des tests prend environ 10 à 15 minutes maximum. Ah ok, et est-ce que ces analyses déterminent le type de malt que vous allez produire ou ça vous le déterminez plus tard? Par exemple, si un grain a un taux d'humidité plus élevé, est-ce qu'il sera plus adapté pour faire du malt caramélisé ou torréfié ou est-ce que ça ne change rien? Ici, on vérifie surtout les critères de base pour l'acceptation du grain.
À ce stade, on ne décide pas encore du type précis de malt que l'on va fabriquer. On regarde aussi de près la taille des grains. Pour être accepté, un lot doit avoir au moins 90% de ses grains avec une taille supérieure à 2,5 mm. C'est un critère très important parce que la taille du grain influence directement l'homogénéité du maltage. Une fois que tous ces paramètres sont validés, on sait que le lot est prêt à être stocké. Nous continuons donc à suivre la trace de l'orge. Chaque jour, plus d'une dizaine de camions viennent livrer leur chargement de grains à la malterie. Une opération logistique qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Vous pouvez voir comment les grains sont réceptionnés à la malterie. Les camions arrivent, déchargent leur cargaison et les grains tombent directement dans un système mécanique qui les transfère vers les silos de stockage. Le processus est rapide. Il faut environ 20 à 30 minutes pour vider complètement un camion qui contient entre 20 et 25 tonnes de grains. On va maintenant prélever un échantillon. Tiens, essaie de deviner la variété du grain. Tu peux en prendre quelques-uns. Et si tu peux, essaie aussi d'estimer le jour de germination. Pour la variété, c'est plutôt simple. En tant que brasseur, tu reconnais la forme du grain, c'est de l'orge. Regarde cette racine. À la fin de la germination, la racine fera environ 2 fois la longueur du grain. Là, on est seulement au 2e jour de germination, donc ce n'est que le début. Pendant la germination, on contrôle 4 paramètres: l'humidité, la température, la teneur en CO2 et bien sûr la durée totale de germination. Selon le type de malt que l'on veut produire, ces paramètres varient. À partir de seulement 4 variétés d'orge, on produit 85 types de malt différents. Et pour chaque malt, on applique un programme unique, contrôlé automatiquement par ordinateur, depuis la cuve de trempage jusqu'à la germination, puis vers le touraillage ou la torréfaction. Cette machine-là, c'est une retourneuse. 2 fois par jour, elle avance lentement dans les 2 sens pour retourner doucement les grains et éviter qu'ils ne collent ensemble. Ça permet une germination homogène de toute la couche. Ce retournement permet aussi d'aérer les grains. On pousse constamment de l'air frais à travers cette couche de malt vert qui fait à peu près 1,30 m d'épaisseur. Ça nous aide à maintenir la température idéale et à évacuer le CO2 généré par la respiration des grains pendant leur germination. Tu veux dire qu'en germant, les grains respirent et dégagent du CO2 ? Exactement. Pendant la germination, les grains respirent un peu, comme nous. Ils consomment de l'oxygène et produisent du dioxyde de carbone. Il est donc crucial de renouveler constamment l'air pour bien maîtriser ces conditions. Et là, précisément pour ce malt, la germination est maintenant terminée. Quand vous faites germer différentes variétés de céréales, la durée doit changer, non ? Oui, absolument. Comme je le disais tout à l'heure, la germination dépend fortement de ces 4 paramètres: l'humidité, la température, la teneur en CO2 et la durée. Et selon le type de céréales, on adapte ces paramètres. Certaines céréales ont une enveloppe, comme l'orge. D'autres, comme par exemple le blé ou le riz, n'en ont pas. Elles ont également des compositions très différentes en protéines et en amidon. On doit donc ajuster précisément ces 4 critères pour obtenir le malt voulu. Par exemple, pour certains malts, la germination doit durer plus longtemps afin d'obtenir une modification plus profonde des protéines et des amidons. Mais dans d'autres cas, comme pour notre malt Carapils, la germination est plus courte pour préserver des protéines à haut poids moléculaire. Ces protéines vont ensuite réagir chimiquement avec les polyphénols du houblon. Cela crée un réseau moléculaire qui améliore la tenue de mousse.
Et quand vous avez commencé à travailler avec des variétés plus anciennes de céréales, est-ce que vous avez remarqué des différences notables pendant la germination? Oui, absolument. Je dirais même que les anciennes variétés s'adaptent mieux aujourd'hui à cause du changement climatique. Elles sont plus robustes, plus résistantes et donnent finalement d'excellents résultats en germination. Le séchage des maltes clairs comme le Pilsner, Pale ou Vienna, procédé que l'on appelle le touraillage, reste un secret bien gardé. Nous avons cependant la chance de pénétrer dans la salle de torréfaction. Ici, les grains passent par de grands tambours de torréfaction, un peu comme pour le café. C'est un travail de précision. La température, le temps, tout est finement contrôlé pour atteindre le profil aromatique recherché. C'est là qu'on fait la différence entre un malt caramélisé plus doux, aux notes de sucre brun, de miel ou de caramel, et un malt torréfié plus intense, avec des arômes de pain grillé, de cacao, voire de café. La pièce est chaude, bruyante, l'air est saturé de parfums puissants de céréales grillées, l'œil de l'opérateur ne quitte jamais les instruments, ici chaque seconde compte, chaque degré est surveillé. Alors si vous avez l'habitude de boire de la bière artisanale, il y a de fortes chances que, sans même le savoir, vous ayez déjà bu une bière contenant du malt Weyermann. Demain, on est invité sur la brasserie Pilote de la Malterie. On n'a pas pensé à ramener nos bottes, mais on a emporté un ingrédient qu'on adore et on a hâte de brasser. En attendant, tout ça, ça donne soif. Du coup, avec Geoff, on part derrière visiter Bamberg. Et il y a des brasseries partout. On y est, on va pouvoir boire des lagers, puisque les IPA, ça c'est... J'en ai marre des IPA. J'en ai marre. J'ai fait ma overdose, Rémi. La bière, là, c'est plus simple qu'il soit. Mais bien faite. Comme ici. Bon, ben on voit que des toits d'ici. En tout cas, ce qui est assez dingue de voir, c'est qu'ils ont su garder la tradition. Ils n'ont pas perdu toutes ces petites brasseries, même si j'imagine que ça a dû quand même baisser un petit peu, que c'est que les meilleurs qui sont restés, et ceux qui étaient les endroits les plus emblématiques, on va dire. Mais quand tu vois qu'il y a des brasseries où ça fait depuis 1380 qu'elle est ouverte, tu te rends compte que tu te dis waouh, ça fait 700 ans que ce pub il est ouvert, quoi. C'est quand même assez ouf, hein. Un peu plus tard, Rémi m'a emmené à un endroit où il tenait particulièrement à me partager une expérience de bière qu'il a en mémoire depuis plus de 15 ans. Une brasserie qui a la particularité de faire que des bières fumées, avec toute la palette possible qu'on peut rencontrer dans les bières fumées. Et Rémi a voulu me faire goûter une bière qu'il affectionne depuis très longtemps, qui est fumée au bois de cerisier. Ça lui apporte quelque chose de vraiment unique. J'avoue, j'ai adoré aussi. Après quelques bières fumées et peut-être quelques bières en trop, on s'est un petit peu perdu dans les rues de Bamberg jusqu'à l'arrivée de notre hôtel. On avait encore quelques heures de tournage le lendemain à faire. Mais c'est assez amusant parce qu'en se perdant dans toutes ces petites ruelles sombres et assez désertes en semaine, on y trouve des brasseries, quoi, un peu partout, des vitrines avec des magnifiques cuves inox qui feraient envier toute microbrasserie chez nous. Et c'est hyper émouvant de voir ces machines à l'arrêt la nuit et de se dire que dans quelques heures, à la fraîche, au lever du soleil, il y aura une armée de petits brasseurs en train d'ouvrir les premiers sacs de malt et commencer une bonne journée de brassage par l'empâtage. Nous y voilà, la brasserie Pilote qui fait briller les yeux de tout brasseur amateur ou professionnel. Accompagné par Constantine, le maître brasseur de la malterie, nous sommes invités à brasser une recette en collaboration. Le matériel est sublime, une salle à brasser construite par le fabricant local Kasper Schulz. On a choisi d'y brasser une Baltic Porter, histoire de profiter de la proximité avec la salle de torréfaction. Et parce que le brassage en pilotage automatique le permet, on en profite pour faire une dégustation des nombreuses bières qu'il a brassées.
Rythme et montage l'oblige, on a choisi d'en montrer qu'une seule. Voici notre Bohemian Pilsner. Tous les maltes utilisés dans cette bière sont maltais au sol. Il y a du Pilsner, du Munich et du Cara Bohemian. Ah oui, le Cara Bohemian, c'est le malt qui rappelle un peu des notes de décoction, non ? Oui, exactement. Ce malt ne remplace pas complètement la décoction, mais il permet d'obtenir des notes très similaires. Évidemment, lors d'une vraie décoction, on fait bouillir une partie de la mèche, ce qui développe ses arômes typiques. Avec le Cara Bohemian, on obtient un résultat proche, de manière plus simple et contrôlée. Ah là là, ça sent bon, c'est du Saz, non ? Oui, côté houblon, on a utilisé une grande quantité de Saz, typique des Bohemian Pilsner. Ce houblon noble donne ses notes épicées et florales. Hey, c'est l'un de mes styles de bière préférés. Oui, c'est un très beau style. Tu sens immédiatement cette élégance noble du houblon. Ah, comment c'est bon ça aussi ? En bouche, c'est profond, riche, avec de belles notes maltées. On perçoit aussi un côté légèrement caramélisé apporté par le maltage au sol. Ce procédé particulier, avec une germination et un séchage doux à basse température, donne vraiment ce profil authentique. Et le Cara Bohemian apporte cette légère douceur, très subtile, qui équilibre parfaitement l'ensemble sans jamais dominer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un malt que vous pourriez imaginer utiliser dans vos futures recettes ? Moi aussi, je brassais une Bohemian Pilsner, mais la tienne est meilleure que celle que je brassais. Bravo, c'est du beau boulot. Hein. Merci beaucoup, mais je serais curieux de goûter la tienne aussi. La prochaine fois que je viens, je t'en apporterai, mais je vais retravailler ma recette avant. Oh, je suis sûr qu'elle est très bonne. Vu tes connaissances et ton expérience en brassage, je n'en doute pas une seconde. Dans notre brassin collab, on y a mis différents maltes spéciaux dont du malt caramel, du malt chocolat ou du malt fumé, une autre spécialité locale. Et pour corser le tout, on a ramené nos grains de café. On transfère le mou, on ensemence avec une levure de lager et il ne reste plus qu'à attendre que la fermentation, ici ouverte, commence. Mais c'est pas le tout, on a un avion à prendre. On est reparti avec quelques grains dans notre valise, notamment du grain maltais au sol. Ouais. Et donc forcément, en rentrant au labo chez Machi, on a eu envie de brasser tout de suite une bière. Donc on a sorti le matos, on a sorti la grain phaser et on est parti sur un brassin de Pils, du coup. Ouais. Qui était moins bonne que celle de Constantine. Ouais, j'avoue. on a mis beaucoup d'amour. J'y avais dit pendant l'interview, j'avais dit ta bière elle est trop bonne mec, on n'arrivera jamais à faire aussi bien. Donc après le malt, il nous resterait le houblon. On pourrait aller, je sais pas, vous avez envie qu'on parte où ? On pourrait partir À Yakima. à Yakima Valley. À Yakima, il y a Australie, Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Angleterre. Il est long, hein. Il est long, hein, l'épisode sur le houblon. Le bilan carbone est sale, mais vaut mieux qu'on y aille tous les deux et qu'on vous reporte ce qu'on a vu, qu'on y aille tous ensemble.